Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. En cette finale, oui, de la saison de Coconut Podcast, eh bien, nous recevons une autre personnalité de marque, messieurs, dames. Alors, si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte aujourd'hui avec nous à Coconut Podcast. Dans un premier temps, je me dois de le présenter. Pour certains, il est considéré comme un climato-réaliste. Pour d'autres, on dira climato-sceptique. On sait également qu'il est professeur, oui, dans un cégep de la région de Québec. Messieurs, dames, on a également la chance de l'entendre, oui, assez fréquemment sur les ondes de Radio X dans la région de Québec, entre autres. Aujourd'hui, on le reçoit car il a écrit la biographie du chef du Parti conservateur du Québec, Monsieur Éric Duhaime, envers et pour tous. C'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, les intimes l'appellent ainsi, Frédéric Fred Tétu, messieurs, dames. Fred. Bonjour Alain, est-ce que je peux t'appeler Alain? Ben oui, est-ce qu'on peut t'appeler Fred à Coconut? Oui, mon personnage public médiatique à Québec, c'est Fred Tétu. Fred Tétu. Je vois que tu as fait tes devoirs. Ben écoute, t'es à Coconut Podcast, c'est un peu notre marque de commerce en quelque sorte. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Ouais. Ben, je suis super content de vous voir. Puis moi, ça fait, si je peux faire une confidence, ça fait plusieurs années que je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans les médias sociaux en termes de podcast, en termes de gens de prise de parole et de commentaires et d'informations, etc. Et j'ai découvert Coconut Podcast lorsque tu as reçu il y a quelques mois Éric Duhaime. J'ai vraiment apprécié. Donc, je suis entré en contact avec toi. On a eu une super belle discussion. Bien sûr. Et on lance ça ce soir. Ben écoute, ça nous a fait plus, tu sais, que plaisir qu'un auditeur de Coconut Podcast qui a suivi une entrevue, qui ne connaissait pas nécessairement, prenne les devants, puis une personnalité de ta trempe, tu sais, qui est écoutée par des milliers de gens dans la région de Québec, entre autres. On s'est dit, écoutez, nous autres, c'est la diversité des contenus, la diversité de pensée, hein, moi je l'appelle de même. Ben aujourd'hui, tu es avec nous. La question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va, Fred? Je pense que ça va bien. Bon. Ça va très bien parce que là, on va partir sur le mauvais sujet en partant au risque de s'égarer, mais ça va. Ici, là, j'ai encore des bancs de neige devant ma maison. Moi, je suis à Québec. Là, je pense qu'à Montréal, c'est réglé. C'est réglé. C'est le printemps. Il a fait presque chaud aujourd'hui, quand il y avait le soleil. Donc, c'est la fin de ma session aussi, la fin de mon année scolaire. Donc, c'est les... Fin avril, là. Il y a trois bonnes raisons d'être prof de cégep. C'est juin, juillet, août. Ça s'en vient. Okay. Et je vais retourner passer à presque 2 mois en Turquie cet été. C'est une de mes grandes passions. Et Izmir, Istanbul, Ankara, Cappadoce. La côte méditerranéenne, la côte turquoise, où on l'appelle aussi la Riviera turque parce que c'est absolument magnifique. Quand on s'est parlé au téléphone la première fois, j'ai appris, je t'ai mentionné ça, je sais même pas pourquoi, puis toi, t'as sauté là-dessus parce que t'es allé à Istanbul. Quelle ville? C'est malade. Incroyable. Quelle ville? Incroyable. L'une des plus belles villes qui, tu sais, il y a une mixité de culture, il y a une certaine ouverture d'esprit. Très grande. L'architecture, l'histoire. Et comment est-ce qu'un endroit peut être aussi
On parle de plus que 15 millions d'habitants, donc ça roule énormément. Il y a toute l'intensité. C'est une ville qui roule 24 heures sur 24, 7 jours semaine. T'es du Bosphore, là. Oui. Je pense que t'as bien vécu les 24 heures sur 24. Taksim Square. Taksim Square. Moi, c'est mon coin. En passant, mon coin à Istanbul, là, c'est juste... Ça commence à Istiklal. Part de Taksim Square, c'est le Cihangir. C'est un micro-quartier là, qui commence à Istiklal, en arrière du Galatasaray Lycée, là, et il va jusqu'en haut de la côte. Là, c'est tout petit, c'est peut-être 2-3 000 personnes. Moi, à chaque fois que je vais, je demande. Mais comment une ville peut être aussi intense, aussi présente, très sexy, hein, très photogénique, et en même temps aussi cool, aussi zen, d'une certaine façon. Il y a un esprit très zen. Oui. Les gens, ben écoute, il y a cet esprit, je te dirais, méditerranéen un peu là qu'on retrouve de ces peuples qui abordent la mer Méditerranée. Quoique ils sont pas là, ils sont quand même en haut, mais un peu plus haut, Istanbul, c'est sûr là, mais l'esprit même en Turquie, les gens sont assez, tu sais, peinards, cool. Oui. Ils travaillent fort, ils sont très intenses, hein, dans l'amour, dans l'amitié, dans l'hospitalité. Tu connais ça mieux que moi, là. Mais dans la colère aussi. Tu veux pas te pogner avec un Turc, là. Mais c'est plus que méditerranéen, parce que si tu vas dans l'Est, à l'intérieur, en t'en allant vers l'Iran, vers l'Irak, bon, ils sont encore plus hospitaliers, sans vouloir dénigrer ceux qui sont à l'Est, à Izmir et tout, là, bon. Ça pour dire que les Turcs, c'est un peuple extraordinaire, sans enlever rien à qui que ce soit. Bien sûr. Et moi, je recommande chaleureusement à tous les gens à qui j'en parle d'aller faire un tour là-bas, comme au Maroc, comme ailleurs. De mettre ça dans leur liste prochaine destination. Voilà, puis pas juste pour faire tomber des préjugés puis des idées préconçues, mais pour avoir du fun, puis avoir du plaisir. Au niveau historique, au niveau gastronomique, au niveau climatique. Climatique, architectural. Architectural, c'est un dépaysement. Moi, ce que j'aime de la Turquie, c'est que on a tout le confort de si on va en Europe, les infrastructures sont à niveau, tout est parfait. Comme tu dis, bon, là, on mange bien, les Turcs aiment manger, c'est beau, l'architecture, l'histoire est partout. Les plages, quand on va sur la mer Égée, le sud, c'est extraordinaire. Et on rencontre un peuple fantastique. Donc, au niveau de la gouvernance, il y a quand même certains bémols qu'on peut porter. Le gouvernement en place, celui de Monsieur Erdogan, président de la Turquie. Bon, certains vont lui reprocher, c'est une, tu sais, comment dirais-je? Non, il y a toutes sortes dans un gant de velours un peu. Oui. Il y a toutes sortes de choses à dire. Je ne suis pas en train d'endosser un gouvernement, mais il y a un peuple qui est là, il y a un pays qui est magnifique avec plein de richesses. Donc, c'est ce que j'avais commencé à dire. Je vais conclure mon idée, c'est que on a la qualité des infrastructures d'un pays européen, mais avec le dépaysement d'être en terre musulmane, d'avoir l'appel à la prière 5 fois par jour, qui m'énervait les 5 premiers jours que j'y étais. J'étais pas habitué, là. J'étais pas habitué, mais après ça... Puis, à 5 heures du matin. Alors! Gloire à Dieu, bien sûr. À 5 heures d'après-midi. Mais ça crée une ambiance, donc, pour moi, qui est juste assez dépaysante, qui est exotique. On est du côté de l'Asie, mais et c'est un pays hyper sécuritaire, il faut le dire. Je suis certain que tu t'es jamais senti en danger. Aucunement. À 2 heures du matin, je te le dis, là, tu pars à Taksim Square, il y a des bars, il y a une communauté LGBTQ+, très forte, du moins à Istanbul. Surtout, voilà. Donc, il y a quelque chose de surprenant pour nous qui arrivons de l'Occident.
avance des fois des idées préconçues. On tombe des nues, tu sais, tu rentres dans des cathédrales, des mosquées qui furent cathédrales, tu sais, t'es comme, what? Hagia Sophia, par exemple, entre autres, qui est redevenu, il y a des histoires, mais quand même, il y a toute une histoire, puis on est content d'apprendre que tu te rends là incessamment, tu prendras de belles photos, puis partage-les sur les réseaux sociaux. Coconut, on va aller zioter ça. On est en temps de pandémie, 6e vague. On la pose à tous nos invités. Sur le plan personnel et professionnel, comment que ça s'est orchestré pour toi? On sait que t'es très toujours dans l'action, là, en quelque sorte. Comment que ça s'est orchestré pour toi très rapidement? Oui, j'ai trouvé ça très, très dur. Et pourtant, sur le plan professionnel, ça m'a pas affecté, sauf pour le fait que j'ai enseigné à distance. Et ça m'a fait souffrir pour mes étudiants. Et encore cette année, on est en présentiel. Je déteste ce mot-là, mais moi, je peux enseigner le visage découvert, mais mes étudiants sont masqués. Très difficile pour moi de retenir leur nom. Quand je fais une blague, je vois pas la réaction. Tu sais, c'est dur, là. Et je sais que c'est un handicap à la pédagogie, à l'apprentissage. Il y a un prix à payer pour ça, là. Donc, avant de débattre pour ou contre ces mesures-là, il faut comprendre qu'il y a un prix à payer et il faut pas le nier, ce prix-là. Donc, j'ai pas perdu un sou. J'ai pas perdu mon emploi, mais ma pratique de professeur a été entachée par ça, ou on pourrait trouver un autre mot. Et surtout, moi, je suis un fervent défenseur des droits et libertés des processus démocratiques. Et je trouve qu'on a ouvert la porte, au Québec comme dans d'autres endroits, là, à des dérives. Moi, je suis un fervent adhérent au principe de Murphy, qui dit, on va le dire gentiment, je me souviens plus comment dire gentiment, là. Si on le dit en anglais, je sais pas, est-ce que ça passe à Coconut Podcast? Ouais, vas-y donc. If shit can happen, shit will happen. Donc, ça veut dire, si on ouvre la porte à des dérives, il y aura des dérives. Si c'est pas celui qui est là, ça sera celui d'après. Là, je suis pas en train d'accuser des personnes spécifiquement. Donc, la gouvernance par décret, le discours aussi qu'on a tenu dans les médias par rapport aux gens qui critiquaient les mesures, qu'on a très rapidement étiqueté avec des mots qui ont été condamnés par le Conseil de presse du Québec pour ce qui est de Québécois récemment, dans des nouvelles, pas dans des éditoriaux ou des chroniques, où on traitait les gens de covidios, de touristes à terre, des insultes. On s'est comme donné le droit à l'insulte. Je déteste ça. Et je pense que la première caractéristique d'une société libre et démocratique, c'est la possibilité de s'exprimer. Sans se faire insulter, encore moins à la première page d'un journal. Donc, même depuis qu'il y a eu le conseil de presse qui a blâmé Québécois pour les touristes à terre et les covidios dans les titres d'articles, il continue de parler d'Ostrogo par rapport aux influenceurs qui ont pris l'avion pour aller au Mexique il y a quelques mois. Moi, je vais leur faire un blâme, ces influenceurs-là, mais je vais exprimer ma solidarité en même temps. C'est-à-dire que le blâme que je leur fais, c'est d'avoir mis ça sur les réseaux sociaux. Ma solidarité, c'est que si j'avais eu leur âge, j'aurais aimé ça être sur l'avion, là. Ouais, mais il y a une question qu'on va te poser. Est-ce que au moment qu'on devient influenceur, qu'on s'adresse à un public plus ou moins jeune, là, c'est pas ma grand-mère ou ma maman qui écoute, qui suit les influenceurs. Moi-même, j'en suis devenu un. Toi, tu en es un. Est-ce qu'on n'a pas une certaine... Oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas une certaine responsabilité? Même qu'on est dans le party, dans le sens, est-ce que, surtout si on a bien du monde ou ce qu'on est responsable d'eux, il n'y a pas une faute? Ils ont été cons. Tu sais, la fille qui veut devenir pilote de l'air, qui s'en va dans un avion puis qui se prend en selfie en train de vapoter, là. C'est con. Bon. Tu sais... mais à quelque part, Alain, est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie aussi de la part de ceux qui les ont... Tu sais, je veux pas les défendre, là.
Mais si je prends un pas de recul, moi, que des jeunes de la mi-vingtaine s'amusent ensemble, qui font des conneries, là, je suis pas placé pour les juger. Parce que quand j'avais leur âge, on est chanceux, il n'y avait pas de cellulaire. C'est clair, c'est sûr, mais Boris Johnson, on voit dans cette idée... C'est beaucoup plus grave, ça. Mais lorsqu'on fait... Oui, il est en fonction, ça c'est clair, il est en fonction, mais il y a quand même, aujourd'hui, les gens disent, mais tout le monde fait un effort. Au Québec, il y a eu, c'est un peu ça, on va en parler un peu plus loin, tout le monde fait un effort pendant que d'autres, bon, se la coule douce, mais... Où ce qu'on peut en convenir, c'est que les jeunes, ils l'ont pas eu facile. Comme on pourrait dire, les 16, 30 ans, 35 ans, ça a été difficile pour eux. C'est dans cette période que, bon, tu t'amuses, là, en quelque sorte. Tu as une vie sociale, tu te formes. Puis si on te brime, bon, à certains égards, c'est comme ça que les jeunes vont le voir, là. Des fois, ils voient pas qu'on essaie de les protéger. Bon, nos aînés essaient de nous protéger ou autre. Mais c'est vrai que ça n'a pas été nécessairement évident, là, pour l'âge de la société, là. Je pensais pas parler d'eux, là, mais le nombre de nouvelles que j'ai vues dans les journaux de Québécois sur cette gang de jeunes-là qui sont allés faire le party au Mexique, là, je trouve ça complètement démesuré dans un contexte où on a un gouvernement qui a donné plus de 7 milliards de dollars de contrats sans appel d'offres, qui est géré par décret depuis plus de 2 ans maintenant. Tu sais, les choses sérieuses, il faut s'en occuper aussi. Là. On peut blâmer des jeunes qui ont été excessifs dans leur côté festif, mais il y a des choses sérieuses dont il faut aussi s'occuper. Puis moi, je me pose la question, dans quelle mesure est-ce qu'on n'amène pas notre regard sur cet événement-là? Là, il est passé, là, mais pendant un mois, des fois, tu allais sur le site de Journal de Québec, Journal de Montréal, il y avait 3-4 nouvelles sur les Ostrogoths influenceurs. Bon, écoutez, Journal de Montréal, on sait qu'il y a une vocation journalistique où ils se doivent d'informer la population. Il y a un volet commercial également où ils se doivent de vendre. On sait que pour les médias, c'est pas évident. Médias papier, encore moins. Donc, des fois, bon, on doit présager que, bon, avec un gros titre, ça l'accroche davantage. La photo, ils paraissent bien, ces jeunes-là. Mais pour revenir à ta question, conclure, tu sais, comment ça s'est passé pour moi, la pandémie? Ben, sur le plan strictement personnel et individuel et égoïste, j'ai rien perdu, ça a été, mais je m'inquiète pour l'évolution de notre société, là. Je trouve qu'on a créé des précédents. C'est le pire, c'est pas les influenceurs, loin de là. C'est quand on a eu un débat sur les gens non vaccinés, devrait-on ou non les soigner à l'hôpital, là? C'est-à-dire les laisser mourir ou pas les laisser mourir. Tu sais, là, c'est pas le Québec dans lequel j'ai grandi. C'est pas le Québec dans lequel je veux vivre, là. Tu sais, parce que... on va l'aborder. Ouais, vas-y. C'est parce qu'après ça, l'extension, c'est de dire si on décide de soigner ou non les non-vaccinés, après ça, on peut se poser la question, ceux qui défendent leur droit, leur libre choix de ne pas être vaccinés, eux, est-ce qu'on devait les soigner ou non? Et par extension, ceux qui sont membres du Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui défend le libre choix, eux, même s'ils sont vaccinés, est-ce qu'on devrait ou non les soigner parce que en défendant la liberté de ceux qui sont pas vaccinés, à quelque part, ils les encouragent, donc ils font partie du problème. C'est horrible. Quand on ouvre ces portes-là, on ouvre la porte à des dérives inévitables. Est-ce que ça va pas dans les deux sens? Tu sais, moi, je regarde ton propos, il est très clair. Advenait qu'un parti comme le Parti conservateur du Québec, on va le prendre en exemple, on sait que tu as écrit la biographie, tu es quand même proche du Parti conservateur du Québec. Advenant que le Parti conservateur du Québec remporte les élections de 2022, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre, tu sais, si on est dans un autre camp, par exemple, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre qu'il puisse y avoir des dérives et d'autant plus
y a beaucoup de gens là aussi qui sont apeurés par cette possibilité. On regarde les élections en Europe, par exemple. Un parti, bon, de Marine Le Pen, bon, qui a des différences avec le vôtre, mais pour certains pans du programme ou des philosophies, bon, on peut retrouver certains éléments communs. Est-ce que c'est ça la part? Les gens se disent oui, mais là, si Marine Le Pen prend le pouvoir, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des dérives? Donc, ça peut être vu d'une part et d'autre. La question est la suivante. Je sais pas si... Ben écoute, d'abord, pour ce qui est de Marine Le Pen, je veux juste dire, moi, je suis ami avec Éric Duhaime depuis longtemps. J'ai écrit sa biographie, mais je ne suis pas affilié au Parti conservateur. Je suis même pas membre. Et je l'ai été pour voter pour Éric. J'ai pas renouvelé ma carte. Je ne parle pas en son nom. Maintenant, si on fait de l'analyse politique, le parti de Marine Le Pen est aux antipodes du Parti conservateur du Québec pour deux raisons. La première, sur le plan économique, le parti de Marine Le Pen, et je ne sais pas cette année, ils sont encore très à gauche, là, mais en 2017, son programme économique était plus à gauche que le programme économique du Parti socialiste. Ce qui n'est pas le cas du tout je pense au seuil d'immigration, par exemple. On pense à baisser les seuils d'immigration. On va retrouver ça dans les deux programmes. Bon, non, ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire que la France a un problème avec l'immigration, problème ou non, là, mais la question de l'immigration ne se pose pas du tout de la même façon au Québec qu'en France, qui est un ancien empire colonial. Et d'où l'origine de tout le débat là-bas. Tout comme, par exemple, aux États-Unis, la question de la frontière sud-américaine, de l'immigration massive illégale latino, que les démocrates prétendent défendre, mais en même temps qu'ils ne font pas la promotion, qu'ils deviennent des citoyens. Donc, ces gens-là deviennent une sous-classe aux États-Unis qui servent de grandes industries comme l'industrie agricole et l'industrie de la construction, de la rénovation. Advenant qu'un parti conservateur ou un parti... Mais je suis pas en train d'éviter ta question. Je suis pas en train d'éviter ta question. La position d'Éric sur l'immigration, c'est pas compliqué, là. Je pense que ça revient à ce que disait Ronald Reagan. Le meilleur programme social, c'est une job. Et là, je parle pas en son nom, mais je pense à dire des choses qui rejoignent sa pensée, là. C'est que les seuils d'immigration, à quelque part, c'est artificiel et c'est malsain. Quand l'économie va bien, on devrait accueillir plus de gens parce qu'il y a un marché de l'emploi qui est prêt à les accueillir, puis il y a un besoin de la société d'accueil par rapport à l'immigration. Si on tombe en récession demain matin, on devrait accueillir moins de gens parce qu'il y a moins de jobs pour les intégrer puis les accueillir. Donc, à quelque part, moi, je trouve qu'au Québec, là, je parle en mon nom, je pense qu'Éric est d'accord avec moi, c'est que fixer des seuils à l'avance, c'est artificiel et c'est malsain. Mais une chose est sûre, quand on peut avoir des gens qui viennent de l'étranger chez nous et qu'il y a un espace économique pour qu'ils s'intègrent, c'est une immense richesse. C'est une immense richesse pour la terre d'accueil. Je veux mentionner que ma conjointe est née, a grandi en Afrique du Sud. Elle est née sous l'apartheid et elle est venue avec ses parents ici. Et autant ses parents qu'elle ont été une grande contribution pour la société québécoise. Donc, et je déteste, honnêtement, je suis content de pas être en France, Alain. Je suis content de pas être en France. Je déteste la manière dont la droite ou l'extrême droite pose le problème de l'immigration. Pour moi, les enjeux sont pas là. Même si j'étais français, je le pose, mais j'aurais un malaise de vivre là-bas. Puis, si j'étais citoyen français, je pourrais pas voter dimanche prochain. Ben là, parce qu'on est, on va être diffusé, mais on est à quelques jours lors de l'enregistrement du deuxième tour d'élection française. Je pourrais pas aller voter, là. Je pourrais pas voter pour un mondialiste désincarné comme Emmanuel Macron. Puis je serais pas capable de voter contre quelqu'un qui a fait son pain et son beurre sur le dos des musulmans des communautés. Je serais pas capable. Donc, puis je suis heureux d'être au Québec où ça se pose autrement. On n'est pas un ancien empire colonial et on a une immigration beaucoup plus diversifiée que ce qu'on a en France et c'est une immense richesse, là. Avant qu'on passe au prochain point, qu'on apprend à te connaître, il y avait cet élément qu'on l'a abordé,
il y a eu une petite digression. La dérive. Pour moi, Oui. c'est intéressant. Chaque parti, chaque mouvance ont des positions. On va mettre de côté le PCQ. On va parler en fonction de mouvance. Advenant qu'une mouvance plus libertarienne, plus traditionnelle, plus conservatrice viendrait à prendre le pouvoir. Mm-hmm. Est-ce que les gens qui sont sur l'autre côté de l'échiquier, à gauche, centre-gauche, est-ce qu'ils n'ont pas raison également de pouvoir penser, comme tu en as fait l'analyse, qu'il puisse avoir dérive également du côté de l'autre camp, tu sais? Ouais. Moi, je pense pas, Alain, pour une raison très simple, c'est que le conservatisme, hein, c'est de conserver. La question se pose. Traditionnel. Ben, c'est conserver quoi? Puis quelle tradition? Et à une certaine époque, quand ça a commencé, il y a 200 ans, en France, c'était conserver l'influence du pape sur la politique française. À une certaine époque, pas si lointaine qu'on a connue, c'était de conserver dans notre cadre légal certaines valeurs morales issues du christianisme, l'avortement, les gays. Bon. En 2022, puis ça correspond très bien à Éric Duhaime, là où il est rendu. Qu'est-ce qu'il veut conserver? Il veut conserver la doctrine libérale des droits et libertés et de la démocratie libérale. Et en ce sens-là, il n'y a aucune menace d'exclusion. En fait, s'il y en a une, je la vois absolument pas, là. Tu l'as dit dans une démocratie, on a reçu Éric Duhaime, puisque il est d'actualité, et lui-même peut avoir des positions. L'exécutif du parti peut avoir des orientations. Mais on sait que dans notre démocratie au Canada, au Québec, nos partis politiques fonctionnent également avec des membres. Ouais. C'est là maintenant, Éric va dire, il faut même peut-être penser à ajuster à la hausse les seuils d'immigration à l'intérieur d'un congrès ou autre. Les membres vont peut-être, avec les éléments qu'ils ont en main, vont davantage dire non, malgré la pénurie d'emploi, malgré voilà. Donc, est-ce qu'il ne peut ne pas y avoir dérive malgré les bonnes volontés par moment, des grands penseurs, des grands meneurs de ces mouvances? Ben écoute, d'abord, je pense que la théorie des droits libérale, des droits et libertés, elle bénéficie à tout le monde et en particulier pour les gens qui sont issus de minorités. Je tiens à le dire. Ensuite, écoute, la position du Parti conservateur, là, Éric, il s'est fait coincer par ses membres sur un point, mais c'était pas le seuil. C'est la compatibilité civilisationnelle. Que Éric, c'était pas sa position. Il disait qu'il faut favoriser une immigration de gens qui ont une compatibilité civilisationnelle. En même temps, ce critère-là est ouvert à tout le monde dans le sens que toute personne, c'est quoi la civilisation? Comment on définit la civilisation? C'est des droits et libertés et la démocratie. Bon, tu comprends, là? Donc. Bon. Écoutez. Écoute, mais c'est pas faux ce que tu amènes, là. Mais il faut regarder ce que les candidats proposent. Et tu parlais des membres du parti. Ce qui a amené les membres au parti conservateur d'Éric Duhaime principalement, c'est une résistance aux restrictions sanitaires qui ont été qualifiées par Éric Duhaime mesures de confinement également. De confinement, les couvre-feux non validés scientifiquement, passeport vaccinal, etc. Aussi, je veux le dire, OK? Je pensais à notre discussion qu'on allait avoir cet après-midi et je repensais à un intellectuel yougoslave du 20e siècle qui s'appelle Ante Siliga, qui a écrit un très beau livre. C'est un fondateur du Parti communiste en Yougoslavie dans les années 30. Il a écrit un livre qui s'appelle « 10 ans au pays du mensonge déconcertant ». C'est-à-dire qu'il s'est réfugié à un moment donné en Union soviétique dans les années 30.
Et il a écrit un beau livre par la suite qui dit que la caractéristique de l'Union soviétique au pire de la pire époque de Staline, là, c'était le mensonge systémique. C'est que c'était le règne du mensonge. Et c'était d'abord ça. Tout le reste en découlait. Et je pense qu'on a vécu dans un monde de mensonges sanitaires depuis 1 an. Puis pour ne pas avoir l'air de dire ça gratuitement, je voudrais donner un exemple. Le vaccin, en fait, le Pfizer, Moderna. Bon, je suis vacciné en passant. Là. Okay. La première semaine de juillet 2021, M. Fauci, c'est quand même pas un complotiste, de par sa fonction, a dit les doublement vaccinés devront continuer à porter le masque. On se rend compte que le vaccin, par rapport au variant Delta... Ça, c'est le directeur de la santé publique. La santé, c'est notre ancien Arruda aux États-Unis. Là, c'est le directeur du CDC, Center for Disease Control. Okay. Il a dit, on se rend compte qu'avec le variant Delta, les doubles vaccinés peuvent l'attraper et leur charge virale est la même que les non-vaccinés et donc ils sont autant transmetteurs qu'un non-vacciné, donc il faudra maintenir les masques. On est arrivé à l'automne, mois d'octobre, novembre, au début d'Omicron au Québec, et là on disait le vaccin marchait avec Delta. Mais là, il marche pas avec Omicron. Puis là, on est avec... Donc, même avec 2 doses, il marche pas. Donc là, on nous a dit, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il marche pas avec le vaccin, 2 doses marche pas. Solution, prenez une 3e dose. Là, tu dis, mais non. Écoute, le principe de non-contradiction, je l'ai encore en tête, là, ça ne marche pas ce que vous me dites. Et ensuite, on a dit le passeport vaccinal fonctionne. Puis par la suite, au début décembre, au début janvier, on referme les gyms, les restaurants, où le passeport vaccinal était obligatoire. Mais s'il fonctionne, le passeport vaccinal, pourquoi refermez-vous des endroits où ça prend un passeport vaccinal pour aller? Ça, c'est clair. Mais il y a un élément qui est certain. Moi, j'ai mes parents qui sont d'un certain âge, même certains membres de la famille immunosupprimés d'un certain âge. N'en conviendrais-tu pas ou n'en conviens-tu pas que le fait d'avoir été vacciné pour plusieurs personnes, dans les catégories que je t'ai données là, une chance qu'ils avaient reçu, sachant que fait un vaccin, une chance qu'ils avaient reçu une dose, 2 doses. Non, mais... Sinon, plusieurs de ces parents-là, ne serait-ce, là, on va rester dans les cas de figure qui sont nôtres, ils l'auraient eu... difficile, pas à peu près. Tu sais, ils l'ont eu difficile. On a eu un nombre de morts. On a eu des mesures très sévères au Québec si on se compare au reste de l'Amérique du Nord. Si on regarde notre nombre de morts, en particulier chez les personnes âgées, il est défavorablement comparable. Là. Et ça, c'est la ligne quand même que j'entends les scientifiques ici au Québec, le gouvernement, c'est ce qui nous apporte comme élément. Mais je suis pas... Alain, j'ai pas parlé contre le vaccin. Non, OK. Je m'insurge contre le discours mensonger qu'on nous a tenu et par moments incohérent sur le vaccin et sur le passeport vaccinal. Ça l'a choqué beaucoup de gens. Il y a des gens, je dirais que c'est le fer de lance des membres du Parti conservateur. C'est pas sur l'immigration. Tu sais, si on revient à Marine Le Pen, c'est clair, le Front national, je suis ses destinées depuis les années 80. C'est l'immigration, puis pas juste l'immigration, mais des communautés implantées musulmanes. Tu sais, c'est l'islam en France, leur problème et leur impulsion originelle. Pour le Parti conservateur du Québec, ça n'a rien à voir. Et je tiens à dire que parmi les membres, mais je veux juste terminer parce que parmi les membres du Parti conservateur, les non-francophones et en particulier les allophones, c'est-à-dire les gens qui sont ni anglophones ni francophones, ils sont surreprésentés. Autant parmi les membres que parmi les donateurs. Et c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui ont souvenir des pays d'où ils sont venus, où il y avait souvent des dictatures, puis ils sont venus chercher la liberté. Et là, ils aiment pas ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu depuis 2 ans. Le message gouvernemental ne s'est pas nécessairement rendu
adéquatement. Entre autres, le premier ministre a fait appel aux influenceuses, influenceurs, d'où Coconut Podcast a vu le jour. On s'est dit, faut qu'on aide les gens des quartiers, bon, par moment où ce que l'information, les gens, ils regardent pas la télé, ils suivent plus davantage ce qui se passe sur Internet. Il y a quand même cet élément où ce que moi, je veux attirer ton attention encore une fois. Tu ne dis pas que tu es contre le vaccin, puis ça, on l'entend bien. Toi, tu t'insurges de cette façon que ça a été communiqué. La question qu'on se pose, nous, en ces temps tout à fait nouveaux, on regarde des États qui ont des lignes de communication, serrées, tricotées. On pense à la Chine, comme même là, eux autres, on sent qu'ils commencent à se gratter un peu le coco puis à se dire qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on sent que par moment, notre gouvernement, il faisait comme il pouvait, là, on sentait. Est-ce que ça me revient encore, à la question de la dérive, mais pas une dérive, mais un autre gouvernement, on a reçu les gens du Parti libéral récemment, on leur posait la question, est-ce qu'un autre gouvernement aurait pu faire différemment de la manière que ça frappait la région, province du Québec, comparativement à d'autres endroits, peut-être c'était moins virulent sur le continent nord-américain. Souvent, c'est moi, je veux pas. D'abord, je veux pas faire de partisanerie. Je veux pas. Je tiens aussi à mentionner que ma belle-mère de 85 ans, qui est une vieille sud-africaine qui est au Québec, c'est moi qui l'ai convaincue de se faire vacciner. Là. Parce que tu parlais de gens immunodisciplés, elle était dans la clientèle absolument type, là. Donc, mais moi, j'aime qu'on fasse appel à l'intelligence des gens, puis qu'on ait un débat public cohérent, où il y a de la place pour des débats puis des désaccords. Et en tout respect. C'est pour ça que je veux pas manquer de respect non plus envers qui que ce soit. Puis je veux pas faire de partisanerie, ça m'intéresse pas. En fait, mon point de départ, c'était plus ta question sur des dérives par rapport à l'immigration. J'essayais d'expliquer que le Parti conservateur, c'est clair, là, son impulsion, ça a été plus une résistance. C'est pas un mouvement de suprémacistes blancs qui veulent homogénéiser le Québec, mettre fin à l'immigration. C'est des gens de toute nature, incluant beaucoup d'allophones, de non-francophones, d'anglophones et tout, qui ont trouvé ça très difficile, qui trouvent qu'on est peut-être qu'on est allé trop loin. Et peut-être aussi qu'on n'a pas eu un discours qui s'adressait suffisamment à leur intelligence ou qui était suffisamment cohérent avec la science à temps plein. Là. Puis après ça, on peut avoir une très longue discussion là-dessus. Là, j'ai oublié comment tu m'as relancé, fait que je vais te laisser me relancer. Là, pour te relancer, là, on va apprendre à te connaître. Écoute, selon les recherches de l'équipe de Coconut Podcast, toi, tu es un gars du 418. Donc, le Colisée de Québec, t'as connu ça, les Matt Sundin, Joe Sakic. Oui. Oui, OK. Ron Extall? Oui. OK. J'ai perdu des gros paris avec ces gars-là. Avec les Ron Tucknut, peut-être, d'un but. Non, c'est parce que là, tu me lances sur le hockey. C'est que je suis arrivé en 91 à Montréal, je suis allé faire un bac en droit. J'ai fait mes bacs à McGill, c'est ça. En philosophie, je suis allé faire mon bac en droit à McGill. Et là, je pense que c'était en 93 que les Nordiques avaient une grosse équipe. Ils ont pogné le Canadien de Montréal en première ronde. Yes. Et là, il y avait leur grosse équipe. C'est parce que de mentionner Ron Extall et tout, le Sundin. Et là, moi, j'ai fait les paris. J'ai parié tout ce que le monde voulait parier, les montants qu'ils voulaient avec tout le monde. Puis, on a commencé avec 2 victoires. Oui, on était 2-0, là. Non, moi, j'étais nordique, malgré que je suis un gars de Montréal. OK. On a gagné les 2 premiers matchs. Et puis là, c'est Patrick Leroy, qui, soit dit en passant, vient de la même paroisse que moi à Québec. Là. OK. Puis il a le même âge que moi parce qu'on a chassé en même temps les mêmes filles. Là. Des fois, il y en a une. Je ne l'ai jamais rencontré, mais on a eu des affinités. C'est bon. Et donc, là, tu
tu viens de me faire mal un peu. Je te ramène, là. Ça m'avait coûté cher. Mais c'est intéressant. Écoute. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est qu'on a gagné les 2 premiers, les Nordiques, puis ensuite, les Canadiens ont gagné 1, 2, 3, 4. Puis là, ça s'est fini en 6. Puis là, ils ont gagné la Coupe en 93. C'est ça, c'est la dernière Coupe. Ça, c'est contre les Kings de Los Angeles. En finale. Ouais, contre Wayne Gretzky. Puis tu parlais de créole tantôt avec ton producteur. Ouais. En 80, ménagé. Et ils ont gagné la Coupe en 96, je pense. Et je regardais le dernier match en supplémentaire. Je ne me souviens plus contre qui. Je pense que c'était contre la Floride. Et au premier étage, dans un petit immeuble de pas Notre-Dame-de-Grâce, c'était Côte-des-Neiges à l'époque. Un petit immeuble très mal isolé pour le son. Les gars en bas, c'était des Haïtiens. Ils regardaient le match. Moi, je le regardais en haut. Puis là, ils s'exclamaient, ils parlaient en créole. Et c'était Crook qui avait compté le but, je pense, en deuxième supplémentaire. Et là, l'Avalanche a gagné la Coupe Stanley et j'ai pleuré, mon gars. Ça, là. Pleuré. Mais quand même, l'Avalanche a gagné, c'était Joe Sakic pour moi. Donc, moi, j'étais content un peu pour lui. Mais as-tu déjà eu ça, Alain? Être hyper content et hyper triste en même temps pour la même cause. Parce que j'étais content qu'ils gagnent, mais j'étais triste. Je me disais, si c'était encore les Nordiques, on aurait notre parade sur la Grande Allée. Moi, la première ronde, là, je pense que j'ai eu ce sentiment. Les Calgary, j'aimais Lanny McDonald qui jouait à Calgary les Flames en 1989. Puis Montréal ont perdu la finale contre les Flames. Oui. Mais j'étais content pour Lanny McDonald parce qu'il était peut-être à la fin un peu de sa carrière. Puis là, j'étais super content pour lui, mais en même temps, tellement déçu pour le Canadien. Donc, peut-être un des moments aussi là que dans le sport. OK, tu passes le test du 4-1-8. Ça, c'est comme on dit, ça, c'est clair. OK, excellent. On sait que tu vas étudier à l'Université Laval. On fait toujours ce test. Tu vas étudier en philosophie. Assurément, tu me corriges, mais il me semble que c'est au Deconinck qu'on retrouve philo. C'est bien ça? Non, Félix-Antoine Savard. Yes! Mais souvent, ça, des c'est cours... c'est nos deux tours. Oui, c'est ça. Donc, si t'arrives du chemin Sainte-Foy, t'as étudié à Laval, toi aussi. C'est ça, je connais. Si t'arrives du chemin Sainte-Foy, c'est la deuxième. Donc, c'est celle qui est plus vers... la bibliothèque, là. L'endroit où tu te tenais, le Polac, là. Le Polac, ouais. Desjardins Polac. Ça s'appelle plus de même, c'est ça. Desjardins maintenant. Mais on avait souvent des cours dans les auditoriums du premier étage du Deconinck. OK. Donc, tu as sûrement connu le café chez Paul. Anthropos Café. C'est pas encore à la mode. Moi, j'allais... Au pub. Ah oui, j'y allais parce que je pense qu'ils vendaient de la bière, eux autres. Le soir, à mon époque. C'est cassette, c'est ça. Attends un peu. C'est-tu Sciences Po? Il y avait un local où il y avait 2 Mexicains qui venaient vendre des empanadas. J'allais souvent. C'est café chez Paul. Puis j'allais souvent, quand j'avais pas mon lunch, j'allais m'acheter des empanadas absolument exquis, là, fait à la main. Là, puis, Je sais qu'ils sont passés à l'Université Laval, ils connaissent ton âge, parce que le monsieur il était là pas mal longtemps, mais c'était une époque incroyable. Bon, OK. On peut pas dire que t'es pas de Québec. Non, je suis né ici, j'ai grandi ici, puis je suis revenu. Philosophie, tu fais un bac, une maîtrise. La réaction de tes parents, très rapidement, lorsque tu leur annonces que tu vas étudier en philosophie, on t'écoute. C'est une de mes blagues. Tu vas-tu faire de l'argent? C'est une de mes blagues. J'ai à mes étudiants, si vous voulez faire un plank ou en tout cas une joke à vos parents. Un prank, tu dis, hey, comment ça va? Comment ça a été ta journée? Maman, mes cours de philo, j'aime tellement ça au cégep, c'est mon cours préféré. J'ai décidé que j'allais aller en philo pour leur faire. Moi, c'est que j'ai un oncle, un frère à mon père qui a été prof à l'Université Laval en physique. Okay. Et moi, j'étais sur ses pas. Moi, je m'en allais en physique. Quand je suis arrivé au cégep, je m'en allais en physique à l'université. Okay. Et donc, on se comprend, génie physique. Et t'es un bolé, t'es un geek, toi, là?
Geek, non. Bolé, oui, mais pas geek. Parce que justement, je suis trop dans ma bulle. Geek, c'est trop de détails. Les geeks sont bons dans les petits détails. Programmation, tout, entre autres. Fait que quand j'ai dit ça à table, je l'aurais pas dit tout de suite à mes parents directement, je m'en vais en philosophie. J'étais en sciences pures au cégep. Puis là, j'ai dit, je vais changer pour sciences humaines avec maths. Et là, mon père a dit, il dit, avec ça, on peut-tu aller en génie à l'université? Là, j'ai dit à mon père, on peut aller dans beaucoup de choses, à peu près tout, mais pas en génie. Les bajouilles, la face, il tombe. Il était pas content, il était très déçu, mais bon. Mais tu sais, je sais pas s'ils ont eu la chance de voir tout ce que tu as pu réaliser par la suite, mais tu vas pas juste faire un bac, c'est que tu réussis bien, tu as une facilité dans les études, et là, tu vas faire une maîtrise. Tu sais, aujourd'hui, tu es professeur aux études supérieures, tu as quand même tracé ta voie aussi bien que quelqu'un qui aurait fait génie, par exemple. Ah mais moi, à la fin, quand ils ont vu que tu décrochais ta maîtrise, puis qu'on commençait à t'offrir des contrats, est-ce qu'il y a eu une réaction peut-être d'une partie de mon oncle, d'un cousin, d'une cousine? Mon père est mort assez jeune, là, à 63 ans, ça fait déjà presque 20 ans. Ma mère est encore en pleine santé, puis bien contente de son fils. Là. Je t'avoue que si j'avais vu dans l'avenir, je serais peut-être resté en physique. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'astrophysique. Et avec le télescope Hubble, les nouvelles générations de télescopes qu'on met en orbite, puis on peut explorer le deep space avec ça. Avoir ça, je serais peut-être resté. Mais je regrette pas d'être allé en philosophie. Là, je suis enchanté, je suis passionné. Mais ma décision aurait été plus difficile si j'avais anticipé les progrès technologiques qui s'en venaient. Puis je suis content de t'annoncer que j'ai 4 enfants, 4 filles. Et ma 3e, elle termine en ce moment sa première année en physique à l'Université McGill. Donc, elle a suivi le chemin. Et elle a hésité peut-être de faire son major en physique, mais de faire une mineure en philosophie. Et comme entre les deux, donc... dans l'ADN, Fred? Comment t'expliques ça, toi qui est père de famille? Très rapidement, est-ce que c'est en te voyant, par les lectures que tu faisais, par tes recherches des fois non complétées, t'as laissé ta page Internet ouverte, puis là, ils ont vu que t'es en train de lire sur les trous noirs, tu sais, par exemple. On t'écoute, ouais? Il y a la génétique puis toute la culture familiale. Tu sais, quand des enfants grandissent dans un appartement, parce que moi, c'était ça au début, j'étais pas dans une maison où il y a des livres, où il y a des parents qui lisent. Tu sais, moi, je vais vous dire, si vous avez des enfants, vous pensez en avoir, c'est une chose de leur dire lis, c'est une autre chose de dire de lire devant eux, de lire avec eux. Mais je sais que du côté du père de mon père, mon grand-père paternel, ils étaient, je pense, 23 enfants, puis on remonte de milieux pauvres, là. Le Québec, au début du 20e siècle, là, et il y avait les femmes étaient enseignantes au primaire jusqu'à temps qu'elles se marient. Tu sais, il y avait une culture, puis déjà mon grand-père, les gars arrêtaient d'aller à l'école à l'âge de 12 ans, mais mon grand-père me disait, on était les premiers de classe, mais à 12 ans, on allait travailler des champs. Donc, il y a une génétique, mais je pense que, tu sais, moi, je pense à mon grand-père que je viens de mentionner, des gens qui aiment discuter, des gens qui aiment échanger, des gens qui sont curieux. Ça, c'est la base, la curiosité, qui est une grande valeur. C'est pas une question de quotient intellectuel, Alain. C'est pas une question de quotient intellectuel, c'est une question de curiosité, d'ouverture d'esprit. À partir de là, ça fait des gens intéressants, des gens intéressés, des gens qui peuvent aller très loin dans le monde des idées, alors que des gens qui ont des gros QI qui vont sauter sur les premières idées reçues, puis rentrer dans des ornières, puis ils seront pas intéressants. Très rapidement, on apprend à te connaître. Tu vas quitter Québec, tu nous disais en 91, tu vas aller faire le droit.
Une raison pour laquelle tu sens que tu te dois de maîtriser davantage les textes de loi, nul n'est censé ignorer la loi. Qu'est-ce qui va pousser, là, ouais? Il y a une réponse une réponse très en claire. En anglais, en plus, là. Ben, ça fait partie de la réponse. D'abord, j'avais mon bac maîtrise en philosophie. J'étais pas prêt à faire mon doctorat encore. Pas le sujet, je savais pas où. J'aurais enseigné au cégep, mais c'était fermé. Là, les boomers étaient encore Et là, c'était une ferveur souverainiste en 90-91, échec des accords du Lac-Meach. On sent le Bloc québécois qui fait une grande percée, d'abord avec Gilles Duceppe en 1990, au début de l'automne. Et là, je me suis dit, on s'en va vers la souveraineté. J'étais souverainiste, très, très fervent. Et je me dis, on va faire la souveraineté. Ça va être L'es-tu encore? En théorie, oui, puis je le serai en fait, je suis même Canadien, c'est-à-dire je veux vivre dans un pays souverain, donc si c'est le Canada, je veux qu'on soit souverain par rapport aux États-Unis, par exemple, tu comprends? Je veux pas que la politique canadienne soit assujettie à ce qu'un autre pays, tu comprends? Puis les frontières, moi je suis pour l'immigration, mais j'aime l'immigration légale. Donc, je me dis, ça va être le grand événement historique de ma vie. Je veux y participer. Comment je peux y participer? Je vais aller faire mon droit, puis je vais aller le faire en anglais. Puis, je veux faire partie de l'équipe de négociation de la souveraineté. C'était ça le plan. Ça. Donc, je suis allé faire mon bac en droit à McGill à cause de ça. Là, maintenant, on va vraiment, parce que, tu as toute une feuille de route. Écoute, on a appris à te connaître à Radio X, entre autres. Tu as également été homme politique, quand même. Engagé, oui. Engagé en 2014. Tu vas fonder Québec 21. 7. 2017. 2017, ouais. 2017. Québec 21. Tu vas également vouloir même te présenter. Il va y avoir un incident à un certain moment. Les valeurs de Monsieur Fred Tétu. Ça, c'est intéressant. Valeurs familiales. Qu'as-tu à nous dire sur ce qu'on appelle famille? Tu nous en as parlé en tant que père de famille, les enfants que tu as réussi à accrocher sur certaines choses que toi, tu aimais à l'époque. Qu'as-tu à nous dire lorsqu'on te dit famille en 30 secondes? Écoute, Québec, je reviens à ton 418. Québec, c'est le paradis de la classe moyenne. Et pour moi, c'est ce que je vois quand tu me dis famille, classe moyenne, puis tu me parles de valeurs politiques. Et c'est un projet, je veux vivre dans une société où des gens peuvent naître dans des milieux modestes, comme mes deux parents, mais en étant travaillants, persévérants, disciplinés et honnêtes, qu'on puisse accéder à un niveau de vie qui nous permet d'élever une famille dans des belles conditions, leur offrir qu'ils n'aient pas peur de manquer à manger, qu'on puisse les envoyer dans les meilleures écoles, que la famille soit un tremplin pour les enfants, parce que moi, quand tu me dis famille, je pense enfants, c'est des parents, mais on a des enfants, puis ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent avoir un horizon ouvert devant eux. Et pour ça prend un peu de moyens. Et c'est pour ça que pour moi, politiquement, là, mon obsession, c'est la classe moyenne. Tu nous parles de famille, de classe moyenne. Écoute, on sait que il y a un membre de ta famille qui compte bien se lancer dans l'arène politique incessamment. Oui. Est-ce que tu voudrais peut-être en parler un petit peu très rapidement? On sait que les annonces vont se faire incessamment. Non, elle a été faite. Elle a été faite au mois de février. Elle a été parmi. Donc, c'est ma conjointe, Denise Peter, qui est d'Afrique du Sud. Donc, sur le plan ethnique, elle est indienne parce qu'il y a une grande communauté indienne en Afrique du Sud. Moi, j'étais contre. Je lui ai conseillé de pas y aller. C'est très dur, la politique. C'est un milieu qui est très difficile où on s'expose à toutes les attaques. Donc, j'ai été très ferme en lui disant, va pas là. Même si je connais Éric, elle va se présenter pour le Parti conservateur du Québec. Là.
Mais en féministe que je suis, à partir du moment où elle a décidé qu'elle y allait, je l'appuie là-dedans, je vais l'aider dans son organisation, je vais faire du porte-à-porte. Elle s'était présentée pour Québec 21 au niveau municipal en 2017. Et ce que je faisais pour elle pendant l'été où elle faisait son porte-à-porte, je faisais les soupers. Elle partait l'après-midi, la fin de semaine, faire même 2 semaines, parce qu'on était en juillet-août, là. Elle faisait son porte-à-porte. Moi, je faisais le souper, je faisais les courses, je faisais le souper, puis elle revenait, puis c'était sur la table. Donc, en bon Québécois féministe, rose que je suis, je vais l'appuyer là-dedans, mais je ne lui conseillais pas de le faire. Est-ce que toi qui quand même est très impliqué dans la vie citoyenne, tu es impliqué en politique, tu es à la radio, tu as une certaine responsabilité avec ton micro, est-ce que conservatisme va avec justice sociale? On te pose la question. Est-ce que alors ces deux courants se marient l'un et l'autre? Faudrait définir l'un et l'autre. Moi, j'aime bien l'expression, quand on parle de conservatisme, j'aime bien l'expression du politologue québécois et intellectuel Christian Dufault, qui dit que le progressisme, c'est comme, si on prend l'analogie d'une voiture, le progressisme, c'est comme l'accélérateur et le conservatisme, c'est comme le frein. Puis il dit, ça prend les deux pour que ça aille bien. C'est que si on a juste un accélérateur, on va prendre le clos, comme on dit en québécois. Donc, il faut... Et moi, je pense qu'un conservatisme éclairé est tout à fait compatible avec la justice sociale. Et je pense que personne qui a le monopole de la justice sociale, comme disait, j'oublie son nom, le candidat à la présidentielle française dans les années 70, qui avait dit... qui a été élu après le général de Gaulle, il avait dit à Mitterrand en débat, la gauche n'a pas le monopole du cœur. Et c'est pas Pompidou, c'est l'autre. Giscard d'Estaing. En 74, je pense, ou en 60, oui, c'était le septennat, en 73, là, en débat, il avait dit à Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Et moi, j'aime dire à mes collègues, parce que je suis dans un milieu de cégep, des fois, on me dit, hey, t'es à droite, t'es conservateur, comment ça va avec tes collègues? Je m'entends magnifiquement bien avec mes collègues, qui sont tous plus à gauche que moi, ou même très à gauche, et j'aime leur dire, moi, je suis à droite pour des raisons de gauche. Je suis conservateur pour des raisons progressistes, c'est-à-dire que ce que je veux conserver dans mon conservatisme, c'est des progrès qui ont été accumulés au fil des générations, puis je veux pas qu'on les perde au nom de nouveaux progrès qui mettraient en péril ce qu'on a déjà gagné. Tu sais, par exemple, l'égalité entre tous. Quand on voit à l'Université Laval qu'il y a des postes de professeurs qui sont fermés aux Blancs, ben là, je me dis, on est peut-être en train de revenir en arrière parce que je me souviens, dans les années 90, on fermait des postes aux hommes. Là, on ferme des postes aux Blancs. Je peux déjà te dire c'est quoi la prochaine étape. On va fermer des postes aux hétérosexuels. Et donc, il y a des musulmans, des Noirs, des Indiens, des Chinois, des gens d'origine, là. On va dire non, là, il manque de non-binaires dans nos départements. Donc, tu sais, moi, j'ai lu des articles. Affirmative action, discrimination positive. Positive, mais on n'est pas nécessairement pour, parce que oui, mais on sait bien, tu es rentré là parce que tu as profité des programmes. Ça, c'est l'autre chose que je déteste. Oui, mais en même temps, ça apporte, tu sais, comme ça apporte cette différence que par moment, dû à des biais qui sont, on pourrait tenter d'expliquer, si c'est pas ces politiques-là par moment, c'est là que l'Université Laval, ils tentent par tous les moyens, quand même une université qui a des docteurs, des doctorants, tu sais, ils ont un bassin de gens quand même important. Ils sont obligés quasiment de faire une discrimination à l'inverse pour se dire, si 98% de notre personnel est composé de caucasiens, est-ce que si on fait pas cette annonce-là comme ça, c'est sûr que ça peut en choquer certains, mais quand on regarde les chiffres, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qu'il faut prendre le temps se poser une question là-dessus? Oui. Moi, je veux pas qu'on se mette... je veux jamais, sur aucun sujet, qu'on se mette la tête dans le sable. OK, jamais. Mais je vais te donner un autre exemple.
du milieu universitaire. Les tests, les examens d'admission de type aux États-Unis, je pense que c'est pas GIEC, mais il y a des examens standardisés qu'on passe là, puis notre admission. T'as étudié à Boston également. Oui, j'ai étudié à Boston. Je l'ai passé, là, c'est le GEC, ou je sais pas trop, là, Graduate, bon. Ça a été mis en place dans les années 50-60 à la demande d'étudiants juifs, en fait, de communautés juives, qui avaient été interdites d'aller à l'université, même à McGill, jusqu'au début des années 40. Les Juifs étaient disqualifiés à l'entrée, là. Et les femmes aussi, dans les facs de médecine, là. Tu sais, il y a eu de la discrimination. Et là, ils ont dit qu'il devrait y avoir des tests, des examens standardisés, les mêmes partout sur le territoire américain, que ça sert de base. Là, on se rend compte dans les dernières décennies, les Afro-Américains, on parle des États-Unis, ont tendance à avoir des moins bons résultats en moyenne. Donc, il faudrait enlever ces tests-là. Et en fait, les admettre parce qu'ils sont des gens de couleur. Je sais pas, je peux dire des Noirs ou des gens de couleur, là, je sais pas maintenant, là. Racisé, des gens racisés. Ben là, un noir, c'est un noir. Là. Un noir, c'est un noir parce que racisé, parce que dans ces tests-là, en passant, c'est pas les Blancs qui réussissent le mieux aux États-Unis, c'est les Asiatiques, c'est les Juifs. Ensuite, même parmi les Noirs, là, tu préfères de la ventilation, là. Donc, aux résultats, les moins bons résultats. Certes, certains ont pas nécessairement les résultats comparativement aux autres groupes, aux autres échantillons qu'on peut avoir, mais l'apport, parce que de plus en plus, on parle de ça. Mais Alain, je vais te dire... Une équipe qui est homogène et une équipe qui commence à apporter un peu de je suis d'accord avec différence. Toi. Oui, vas-y. Mais je veux juste terminer là-dessus pour parler des effets pervers de la discrimination positive. C'est que là, on va dire, ils réussissent moins bien aux examens. Et au lieu de se demander quelles en sont les causes profondes et qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va patcher en surface en disant, on va les admettre, on va faire des quotas de noirs, puis le problème sera réglé. Alors que la raison pourquoi les étudiants noirs ont tendance à avoir des moins bons résultats, c'est le mode de financement des écoles publiques aux États-Unis qui est fait via les municipalités. Et il y a des municipalités où les maisons valent très cher et il y a des taxes énormes qui vont à la municipalité, ce qui permet d'avoir des écoles publiques de haute, immense qualité. Et dans les ghettos, les municipalités n'ont pas de base fiscale. Les écoles, c'est un désastre. Et au lieu d'aller régler ce problème-là, on va y aller en surface et très souvent, ceux qui vont en profiter, c'est pas les Noirs des ghettos, c'est les Noirs dont les parents vivent à Beverly Hills. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut faire quand même un amalgame parce qu'il y a plusieurs de ces parents qui est le cas du Québec, qui sont des gens qui sont arrivés d'Haïti, du Maroc, d'Afrique du Sud ou autres, qui vont travailler dur pour envoyer leurs enfants dans ces écoles. On a les chiffres au Québec. Sur les bancs d'université, une forte proportion est issue des communautés culturelles, comme on trouve au Parti conservateur, entre autres. Et c'est des gens quand même fortement éduqués. Mais lorsque maintenant, ils viennent à cogner aux portes de sociétés d'État, d'institutions privées ou autres, si tu regardes dans tous les conseils d'administration, entre autres, les boîtes de production, les maisons de cotation, tu sais, nomme-les. Par moment, tu te dis, mais on a été à Concordia, on a été à McGill, on les a fait Boston U, Alt University, tu sais, on les voit, là, les Asiatiques, des Noirs, qui sont des fois nés dans le pays, mais quand ils frappent, je parlerai pas des États-Unis, je vais parler pour le Canada, quand ils frappent aux portes des institutions, alors là, moi, j'ai étudié à l'Université Laval, des professeurs noirs, là. Il y avait Tessie Bakary, c'était le seul, et je me rappelle encore de son nom dans le département de sciences politiques. Tu te dis, mais damn, il n'y a pas un monsieur haïtien, un peu, tu vois, un Anglade, ou tu sais, ils sont à Paris, il y en a un peu partout. Comment ça, nous, on réussit à pas en trouver des professeurs asiatiques? T'en trouves pas tant. Tu sais, comme tu comprends? Donc, moi, c'était à ce niveau que je me dis, si l'Université Laval font pas un effort, des fois c'est sûr ça va faire chier d'autres communautés, mais
Je pense pas que le fait qu'il y ait 3 Noirs qui soient dans l'Université Laval en plus, que maintenant ils vont se mettre à embaucher tout un continent venant de couleur noire, puis à la fin, ils vont discriminer. Moi, Ça a été mal reçu. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu penses que ça a été avec raison, mais est-ce que l'Université Laval, est-ce qu'il essaie... Tu sais, le fait qu'il essaye, est-ce que c'est... Moi, je défendrai pas, passant, je défendrai pas l'Université Laval sur ses politiques d'embauche, autant de professeurs que de recrutement d'étudiants, OK? Ma plus vieille, elle va graduer en médecine de l'Université McGill dans quelques mois. Et elle avait les notes pour rentrer. Puis elle a appliqué à Laval, puis elle n'a pas eu l'entrevue. Bon, okay. Mais elle est acceptée à McGill, qui est beaucoup plus difficile. OK. Donc, je pense que le père, peut-être la mère, il y a eu une discrimination. Fait que la discrimination en passant, c'est pas juste... Très bon point. Non, mais c'est là que notre podcast, c'est ce qu'on essaie de montrer aussi. Il y a des trucs incestueux à Laval. Moi, je suis gradué de Laval, je donne pas d'argent à Laval, je défendrai pas Laval. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime donner aux fondations. Là. C'est une université qui a ses problèmes. Moi, quand j'étais étudiant à Laval, là, à l'organigramme de l'université, je pense qu'il y avait 45 administrateurs qui venaient de la même année de graduation d'une seule école secondaire. Là. Ils s'étaient tous engagés, toute la gang. Là. Fait que je défendrai pas l'Université Laval. Ça montre que le népotisme, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, peut jouer sur des lignes raciales, mais peut jouer aussi à l'intérieur d'un groupe homogène. Mais si je peux dire un mot où j'ai des idées claires par rapport au sujet que tu amènes, c'est que c'est clair que la reconnaissance des diplômes au Québec, il y a un corporatisme professionnel chez les médecins et dans d'autres professions qui est inacceptable. Dans Louis Hébert, le comté de Sainte-Foy, là, où j'ai déjà fait campagne politique, j'ai rencontré les gens de la mosquée. Ils me disaient, la communauté musulmane de Québec, je sais pas à Montréal, mais c'est parmi c'est pas un sous-groupe de la population, c'était les plus éduqués, là. Et ils parviennent pas à faire reconnaître leur diplôme. Je pense que des gens d'Haïti aussi, il y a beaucoup de problèmes. Quand j'habitais à Montréal, j'ai eu des médecins d'Haïti qui conduisaient mon taxi, là. Et je comprends pas que quand les gens sont dans le processus d'immigration, ils se font accorder des points parce qu'ils ont des diplômes, mais quand ils arrivent ici, le diplôme n'est pas reconnu. Et si on me dit que les barèmes universitaires sont pas les mêmes, un médecin spécialiste, ça prend 9-10 ans à former. Il arrive ici, on dit on reconnaît pas ton diplôme, c'est pas les mêmes. Mais là, on lui demande, on exige qu'il reprenne l'entièreté du truc, là. Fait-se faire un examen d'équivalence. Puis 2 ans de probation où on va te payer comme un médecin résident, donc tu seras pas à zéro, parce qu'il peut avoir une famille, ce gars-là ou cette fille-là. Tu vas faire 2 ans de probation avec des examens intermittents, puis on va s'assurer que tu es à niveau, puis après ça, vas-y, bonsoir, tu sais, puis entre-temps, un salaire de résidence, c'est à peu près 60-70 000 par année, tu vas vivre, tu vas manger, tu vas payer ton 6,5 puis pour loger tes enfants, puis après ça, tu fais mais leur dire tu vas recommencer à zéro, c'est un non-sens absolu. Mais la reconnaissance des diplômes, ça c'est un enjeu qui est ponctuel, qui est identifiable, et je trouve ça scandaleux. Honnête, vraiment, là. Je trouve qu'il y a un scandale, là. Et évidemment, il y a des corporations professionnelles, je pense, qui maintiennent ça, et je pense que ça prendrait une volonté politique. Des chasses gardées. Puis je pense que ça prendrait une volonté politique pour casser ça. En tout cas, je pense que si ta femme est élue, tu pourras peut-être regarder la question et évoquer la chose au niveau de l'Assemblée nationale. Pour terminer, envers et pour tous. Écoute, je sais pas si c'est cette biographie qui a mis Monsieur Duhem sa map encore plus qu'il l'était déjà dans les radios de Québec. Mais là, au niveau de la province, on a appris à connaître Éric Duhem davantage. Es-tu fier comment que cette biographie a été reçue?
parce que le Parti conservateur d'Éric Duhem, du moins, monte en flèche au niveau des sondages. Depuis que la biographie est sortie... Alors... non, mais c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est ça. C'est pas à cause de la biographie. Ouais. Mais on t'écoute très rapidement. En es-tu fier? Et est-ce que c'est fidèle vraiment à ce qu'est Éric Duhem comme personne, comme humain? C'est une biographie politique, donc je pense que c'est fidèle à ce qu'il est comme homme politique. Je pense que tu l'as lu parce que dans ton entrevue, tu semblais informé. J'en suis content. Je tiens à te dire que peut-être la raison principale pourquoi je l'ai écrite, d'abord, je pensais qu'elle serait utile pour faire connaître Éric, et elle s'adresse d'abord et avant tout à ceux qui l'appuient pour qu'ils sachent qui ils appuient puis qu'ils puissent le défendre. Mais je l'ai écrite parce que je voulais aider mon ami Éric. Ça me tentait pas de faire de la politique de parti. Ça me tentait pas d'être dans l'organisation. Donc, j'ai dit, Éric, organise tes affaires, nomme ton monde. Alors, moi, ça me tente pas d'être dans les coulisses. Donc, c'était une manière pour moi de l'accompagner en parallèle et de l'extérieur. Okay. Et mon but, c'était d'être objectif parce que je pense qu'Éric, l'objectif, c'est de le faire connaître, c'est pas de le vendre. C'est pas... Et je pense que j'ai fait un bon communicateur, il est capable de se vendre aussi. Là. C'est ça. Puis ensuite, je veux pas te convaincre d'être conservateur, mais si t'es conservateur, mais tu devrais connaître ton homme parce que sur les réseaux sociaux, il va se faire accuser de toutes sortes de choses. C'est un paragraphe sur la CIA. A-t-il travaillé pour la CIA en Irak? Bon. Ça réapparaît. On est ailleurs, là. Non, mais ça sort depuis qu'il est dans les médias, puis de temps en temps, ça revient. Bon, donc j'ai un paragraphe là-dessus, puis non. Lorsqu'on a un micro comme toi, comme Éric Duhem, par moment, on fait des envolées lyricales. Est-ce que par moment, lorsqu'on rentre à la maison, des fois, on se dit, écoute, Fred, ça me semble été fort aujourd'hui, tu sais, ou madame, ou les enfants qui sont quand même en d'âge universitaire, t'appellent ou disent pas, il me semble qu'il était fort là, sur tel sujet. On t'écoute, est-ce que c'est déjà arrivé par moment là que tu... Je suis allé un petit peu fort une couple de fois, mais c'est drôle, Alain, je suis allé fort une couple de fois, surtout sur le maire Labaume dans le temps. Puis ça m'a jamais été reproché ben. Puis moi, j'essaie, en fait, personnellement, parce que j'ai fait beaucoup de médias, incluant Radio-Canada, incluant en français et en anglais, autant à Télé-Québec, mais surtout, on s'entend Radio-X. Je planifie beaucoup mes interventions, puis j'essaie pas de faire du spectaculaire personnellement. C'est comme je fais avec toi, j'essaie d'être... J'assume mes idées, je suis capable de prendre un point de vue tranché tout en respectant le tien si t'es pas d'accord. J'essaie d'amener des arguments, des faits. J'explore beaucoup de sujets aussi. Ce que j'aime faire à Radio X depuis longtemps, c'est d'aborder des sujets qui sont peu abordés. Donc, parfois, je parle d'international. Je suis en Syrie. À un moment donné, j'étais parti sur la guerre en Syrie quand personne n'en parlait. Là. Je te parle de 2011, 2012, 2013. Personne ne parlait de ça. Et j'en parlais de temps en temps parce que je pensais que c'était un conflit qui était très significatif. Moi, ce conflit-là m'a fait découvrir le Moyen-Orient. Je comprenais rien au Moyen-Orient. Pour moi, le Moyen-Orient, c'était les Palestiniens contre Israël, tous les Arabes sont et tous les Arabes, tous les pays arabes sont du côté de la Palestine. Puis là, j'ai découvert que ça n'a rien à voir. Là, c'est très, très, très complexe. Le Hezbollah, c'est pas... Il y a plusieurs pays arabes qui ont fait la paix avec tout à fait, qui sont alliés ou qui sont alliés comme l'Arabie Saoudite, qui n'ont pas fait la paix, mais qui sont alliés dans les faits. Tu sais, le Hamas dans la bande de Gaza, puis le Hezbollah dans le sud du Liban, ça n'a rien à voir. Là. Non. Tu sais, Hamas à côté sur le Qatar, le Hezbollah avec l'Iran. Donc, j'ai découvert un univers qui m'a énormément fasciné. Ça m'a fasciné de voir que depuis que j'étais tout jeune, j'avais vu des images du conflit israélo-palestinien. Je m'étais fait une image que c'était les Arabes contre les Juifs. Que là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Là. Il y a des enjeux géopolitiques. Géopolitiques très complexes. Donc, tout ça pour te dire que je me permets, oui, des fois, très souvent, je commente
la politique municipale, provinciale, des fois fédérale, mais aussi française, américaine. Mais ce que j'adore faire, c'est parler de sujets dont personne ne parle. Je t'ai parlé de la Syrie en 2012-2013, mais j'ai été le premier dans un média de masse à faire un topo sur le Bitcoin. Là, je te parle de octobre 2013. En octobre 2013, j'ai fait une chronique sur le Bitcoin. Ben, il était rendu à 80 $ dans le temps, là. Il oscillait, là, il y avait eu, moi, ma porte d'entrée, ça avait été 45 000 à peu près, il va essayer entre 60 et 30. Maintenant, là. Ouais, c'est ça. Donc, il a baissé un peu, là, ces derniers temps, là. Ça, c'était mon genre de sujet. C'est le genre de sujet, quand je trouve quelque chose comme ça, là, j'adore ça. Dernier point, en te présentant, on a utilisé un terme pour Coconut qui était un peu nouveau. Es-tu climato-réaliste ou, comme d'autres te disent, climato-sceptique? Ouais, ben, un ou l'autre. Ouais. En fait, est-ce que c'est vrai, ça? Tes enfants, quand ils te regardent, tu sais, au cégep, dans de grandes universités, là, est-ce que tes enfants vont te dire, j'adore. Peux-tu vraiment être climato-sceptique? D'abord, le mot sceptique, c'est caractéristique de l'approche scientifique. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Toi-même. Comme je disais tantôt, moi, je m'en allais en physique, même en astrophysique. Dans le monde du climat, il y a... scientifique, elle est j'adore la science. Yes. Et dans le monde du climat, d'ailleurs, il y a une école qu'on appelle l'école des astrophysiciens. Qui dit que les changements climatiques sont principalement influencés par les cycles solaires. Parce que toi, tu dis que c'est pas les individus ne sont pas les seuls responsables des changements climatiques. C'est impossible. On est dans une période de refroidissement davantage plutôt que de réchauffement. Il y a une thèse. Okay. Ça, on est dans les temps géologiques. Donc, quelqu'un qui parle de climat sur une période de moins de 30 ans, selon ce que j'ai entendu, moi, je suis pas scientifique, mais chez lire, tu comprends? Donc, des gens, des spécialistes du climat, j'allais dire climatologue, mais la climatologie, ça n'existe pas. Le climat, c'est un système tellement complexe que plusieurs sciences, incluant l'économie, incluant l'informatique, incluant les mathématiques, qui font partie des sciences du climat. Pourquoi l'économie? Mais c'est quelles sont les manières les plus efficientes de réagir à des changements, là. Sur le plan économique. Donc, évidemment, il y a des changements climatiques. Il y en a toujours eu. J'ai lu des articles cet après-midi sur les changements climatiques sur Neptune et sur Vénus. Et il y a une thèse qui dit qu'on serait en train d'entrer, on serait sur un pic, là, puis on serait d'entrer dans possiblement un nouveau petit âge glaciaire comme celui qu'on a vécu au 18e siècle, basé sur le nombre de taches sur le Soleil. Depuis Galilée, qui est le premier, on a une recension du nombre de taches sur le Soleil. Donc, des gens qui ont fait ça d'abord avec leurs yeux puis leurs lunettes, puis qui ont perdu la vue parce que... Et quand il y a plusieurs taches sur le Soleil, ça veut dire qu'il est plus actif. Quand il y a peu de taches, ça veut dire et parfois on peut atteindre des moments où il n'y en a pas. Et là, bon, moi, j'écoute ce qui se dit. Moi, je suis ouvert. Que les humains aient un effet... oui, puis il peut être refroidissant, parce que à un moment donné, ça se réchauffait pas pendant quelques années, au milieu des années de 2007 à 2017, là. Oui, ça s'était réchauffé. On avait des années chaudes, mais c'était très plateau. Et il dit, mais une des explications qui nous était donnée par ceux qui y croient très, 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 très fort, là, que c'est les humains qui vont savoir, c'est parce qu'il y a une augmentation de la pollution industrielle dans l'Asie du Sud-Est et les particules de pollution dans l'air peuvent faire un effet de réfraction des rayons solaires, puis ça serait temporairement, bon, écoute, c'est un sujet, moi, qui m'a surtout intéressé, parce que je suis pas devenu scientifique, mais je suis devenu un spécialiste de philosophie politique qui s'intéresse particulièrement au discours politique qu'on entend dans les médias. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à ce que tu fais. Et je n'aime pas la manière dont on parle de l'enjeu climatique, indépendamment de mes positions, qui sont très ouvertes finalement. C'est-à-dire qu'on met constamment l'accent. Si on regarde les rapports du GIEC, il y a une panoplie de scénarios, et c'est toujours le scénario catastrophe qui est le seul dont on parle dans les médias.
Et j'y vois une volonté de faire peur en se disant, si on est modéré et rationnel et raisonnable dans le discours, les gens feront rien. Mais si on leur fait peur en prenant les scénarios les plus extrêmes, là, ça pourra faire passer des mesures qui autrement... Moi, je suis un indécrottable rationaliste, Alain. Puis je voudrais une place publique où on se parle entre adultes capables de réfléchir, d'argumenter, puis de se comprendre, d'être ouvert aussi. Donc, intéressant. Pour terminer, lorsque tu t'adresses à tes auditrices, auditeurs, est-ce que tu sais que c'est pas tout le monde qui a nécessairement la même capacité de traiter l'information que tu leur amènes? Est-ce que tu te dois de faire tout un travail de vulgarisation quand même afin d'amener, de rendre cette information la plus accessible? On termine là-dessus. Oui, as-tu carte blanche de la part des patrons de Radio X pour voir, patron 100%. Exprimer, je vais commencer par la fin. Le patron, il s'en fout, lui, il veut des codes d'écoute. Donc, en passant, je suis pas payé pour mes chroniques. Là, je l'ai déjà été, mais là, ça me tente plus, là. Donc, le patron, lui, il s'en fout. C'est l'animateur qui m'invite. Je me suis fait refuser quelques sujets parce que l'animateur pensait que ça intéresserait pas le monde. Tu sais, par exemple, je te donne un exemple parce qu'il est encore d'actualité, mais il y a 6 ou 7 ans, j'avais fait une chronique sur le F-35 pour expliquer que c'est un désastre. C'est le plus gros fiasco de développement. D'abord, c'est le plus coûteux projet de développement. 85, là, qu'on va commander, là. Je ne sais pas, mais c'est un désastre, ce truc-là. Puis moi, je voulais... tu sais, quand on a acheté les F-18, entre autres, je me rappelle, on avait acheté les F-18 parce qu'il était un biréacté. Il y a 2 moteurs. Puis, avant ça, on avait un monoréacté. Quand un mono... Puis, où est-ce qu'ils vont patrouiller les avions chasseurs canadiens? Le Nord, le Grand Nord, parce qu'il y a la Russie là-bas. Mais quand tu as un monoréacté, régulièrement, quand le moteur lâchait, on avait des gros problèmes d'aller rechercher nos pilotes en Arctique. Là. Fait que là, on s'est dit, on va acheter un biréacté, alors que l'F-35, c'est un monoréacté. Juste ça, là. Tu sais, j'avais fait une chronique, là, puis je suis arrivé là. C'est pas passé. Il me demande, pendant la pause, là, de quoi tu vas parler du F-35, c'est un fiasco. Il dit, non, on change de sujet, puis là, moi, ça, je un sujet, mais ça n'a rien à voir avec mes opinions politiques. Okay. Parce que de toute façon, en Radio X, je vais les défendre là-dessus. Ils aiment ça avoir de choc, là. Quand tout le monde est d'accord, ça fait des discussions un peu plates. Puis à la radio, ben tu veux que la discussion soit intéressante. Donc, j'ai pas de problème. Ensuite, vulgarisation, ben moi, je pense que je suis bien placé. Je suis un professeur de cégep de philosophie. Donc, je suis un vulgarisateur à temps plein. Je fais confiance à l'intelligence des gens. Mais évidemment, comme communicateur, je me donne l'obligation de parler de manière digeste, choisir mes termes. Si j'emploie une expression qui est un peu atypique, mais qui est utile parce qu'elle est précise, je vais l'expliquer, mon expression. Je m'empêcherai pas de l'utiliser, mais je vais l'expliquer. Incroyable. Franchement, clair, hein, comme de l'eau de roche. Hein, il y a ce côté en toi, gars de micro, mais également, on sent le professeur en toi, très posé, prend le temps d'expliquer. C'est comme si on est des étudiants en même temps, ou tu sais, on est des collègues, puis tu es dans la salle des profs, tu dis tu t'entends bien avec tes collègues malgré tes divergences d'opinion. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, un peu à la Éric Duhem, tu sais, des opinions des fois qui divergent, mais on amène ça de manière... comme on est là, comme t'es posé, puis écoute, il y a des gens qui t'ont écouté aujourd'hui, puis vraiment, je pense qu'ils ont découvert Fred Tétu, parce que t'es à Québec dans le 418, faut qu'on aille, tu sais, dans la capitale nationale pour pouvoir être... T'es en retard. T'es en retard, Alain, maintenant. On est à Montréal, Radio. On a aussi on a le 581 maintenant aussi. C'est le 418, c'est le 581 aussi, c'est vrai. Puis on a Internet, hein, on peut vous suivre. Oui, hey, ça rentre. À Québec, ça rentre. Hein? Oui, bien sûr. Écoute, toute une entrevue. Vraiment, là, on a beaucoup appris, échangé. On va aller suivre un cours avec toi dans la région de Québec. On va chercher pour voir où ce que tu t'enseignes, là, puis on va aller te rendre visite. Écoute, Coconut Podcast, on aimerait que tu prennes les 15 dernières secondes
pour vraiment t'adresser à tes fans qui t'écoutent religieusement, là, tes chroniques, là, puis qui vont réécouter ce que tu avais fait dans le temps, puis qui regardent Québec 21 quand même, tu sais, qui continuent. D'abord, d'abord, je voudrais dire I Akşamlar, qui est bonsoir et Güle Güle. Okay. Donc, à bientôt en turc, parce qu'il y a des Turcs au Québec et je tiens à les saluer. Puis je sais que tu aimes saluer les gens dans les langues autochtones. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on connaît quelques langues autochtones, mais... Puis, regarde, je vais te dire, je te parle pas de mes fans, mais je vais te dire de gens qui peuvent partager mes points de vue politiques, qui peuvent appuyer Éric Duhem. On ne convainc personne avec une insulte. Si vous voulez convaincre, adressez-vous à l'intelligence des gens, faites-le posément. Je l'adresserai à tout le monde de tous les côtés, là. Une insulte, ça n'a jamais convaincu qui que ce soit. Si je te dis que tu es un imbécile, je viens de te perdre. Le philosophe en toi, on le sent. Écoute, on va voir si tu veux, tu peux les répéter après nous. Tu pourras même faire un cours sur les langues autochtones, la philosophie et nos frères et sœurs des Premières Nations, qui le sait. Alors, nos frères et sœurs Coconut Podcast, on a eu la chance d'aller à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations et en langue Innu, à la Côte-Nord, cette île un peu, entre autres, ils nous disent « Chinash Kumitin ». Par la suite, les Algonquins, ils nous disent « Miigwech ». Toi, tu es dans la région de Québec. Nos frères et sœurs Huron-Wendat, en langue Wendat, ils nous disent « Téawek ». Téawek. Ouais, Québec. 581-418 représente. Puis, par la suite, on a nos frères et sœurs en langue Abénaki, dans la région d'Odanak, Victoriaville, centre du Québec, Drummond. Eux, ils nous disent « Oh, Léone ». Puis là, nous autres, on rentre à Montréal. Puis nos frères et sœurs des Premières Nations, dans la région métropolitaine de Montréal, ils nous disent « Niawen ». Alors, écoute, encore une fois, un gros merci à toi d'avoir participé à Coconut Podcast. Vraiment, là, Éric Duhem, je pense qu'il va prendre le temps d'aller écouter ton entrevue. Puis même ta femme va écouter ton entrevue. Oh oui. Comme on dit souvent à Istanbul, salam alaikum. Wa alaikum salam. Hey, shokran. Hein? Merci à toi. Et ce n'est que partie remise. Oui. Merci. Quand tu es à Québec, un café, une bière, comme tu veux. Tigidou, laïlaï, comme on dit par chez nous. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Frédéric Tétu, puis pour les intimes, son personnage public dans le 581-418 qu'on se doit de dire aujourd'hui, eh bien, il s'appelle Fred Tétu. On vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, comme j'aime bien le dire. Branchez-vous sur Radio X, il y tient des chroniques. Oui, messieurs, dames, et surtout, allez vous procurer son dernier écrit, la biographie d'Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, envers et pour tous, écrit par Frédéric Tétu. Messieurs, dames, toute une entrevue. Écoutez, Coconut Podcast, on vient de scorer fort. Gens de Radio X, écoutez-nous et faites-nous des propositions d'autres invités qui pourraient plaire à l'ensemble du Québec. Sur ce, messieurs, dames, on se voit pour une prochaine entrevue dans le cadre de cette finale de la saison, 2e anniversaire, oui, Coconut Podcast. Sur ce, Niawen, merci, au revoir.